Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CFoot pour décrypter l'actualité du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020. La compétition qui a démarré le 16 janvier a rendu son verdict le 7 février 2021 avec le couronnement du Maroc, vainqueur du Mali 2-0. Il sera question au cours de ce programme d'interroger la compétition autour de deux axes majeurs, à savoir le Cameroun a-t-il réussi le pari de l'organisation du CHAN 2020 et bien évidemment on reviendra sur le bilan des Lions A. D'autres sujets comme les cas Zoua et bien évidemment Djeng vont nous préoccuper tout au long de ce programme et également pour en débattre, pour discuter, pour échanger. Deux invités de presse sont avec nous. Georges Mbimbe, il est journaliste à RSI, Radio Sport Info. Et bien évidemment également Alain Denis Ikoul, journaliste à CFoot, sont avec nous. Bonne arrivée Georges Mbimbe, bienvenue. Merci de m'avoir invité, c'est une joie et je suis particulièrement heureux d'être là. Alain Denis, CFoot, ça va? Très bien, ça va. Ça va assez bien et merci d'être là aussi ce soir. Le programme est réalisé par Yves Ansem Tadufo, assisté de Abdul Karim. Eh bien, on revient rapidement dans le vif du sujet. La compétition, la 6e édition du CHAN a tiré sa révérence, si on peut s'exprimer ainsi, le 7 février 2021 avec le couronnement du Maroc qui conserve son titre 2-0 face au Mali. Alors, de prime abord, quel est votre sentiment? Est-ce qu'il y a des bons points pour ce qui est de l'organisation de la compétition par le Cameroun? Non, déjà, est-ce qu'il y a des bons points? Oui, parce qu'on ne va pas forcément dire que tout est mauvais dans ce qui s'est passé. On a eu une mobilisation quand même importante au niveau des stades. Il y a eu la présence du public. Ça fait partie des choses qu'on peut mettre à l'actif du Cameroun dans l'organisation de cette compétition. La qualité aussi des équipes, parce que je pense que sur le plan technique, c'était quand même intéressant de suivre ce championnat d'Afrique des Nations. Je pense que ces éléments-là, oui, on peut les mettre sur ce qu'on pourrait qualifier de bons points. Après, évidemment, il y a des choses à revoir, très nettement. Alors Alain Denis, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué au cours de ce tournoi positivement au niveau de l'organisation? Je ne reviendrai pas sur ce que Georges a déjà dit, mais il est clair qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont véritablement fonctionné dans cette compétition, notamment le volet sécuritaire d'abord, parce qu'il faut dire que c'était un grand défi aussi, côté sécurité pour le COCAN et le Cameroun. Il était question de maintenir les différents sites qui abritaient la compétition en sécurité. Et je pense qu'il s'agisse de Yaoundé, qu'il s'agisse de Douala ou même encore de Limé, qui était un point chaud d'un point de vue sécuritaire. Il n'y a pas eu de couac. Pour nous autres qui avons fait tous les stades pendant la compétition, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des forces de l'ordre, que ce soit à l'intérieur ou alors à l'extérieur des stades, jusqu'à peut-être, il y avait des cordons de 200 mètres, parfois même 500 mètres jusqu'à l'extérieur des stades pour assurer la sécurité des populations. Donc, il n'y a pas eu de couac lié à la sécurité. Et je pense que ça, c'est un très, très grand et bon point pour l'organisation de ces compétitions-là. Maintenant, après cela, je pense que l'autre bon point, et on y reviendra certainement plus tard, c'est les Lions à prime. Parce qu'il était question pour eux de franchir au moins d'abord le cap de la phase de groupe. Et même avant cela, il ne fallait pas gâcher la fête en perdant le match d'ouverture à Yaoundé. Ils ont réussi à... J'aimerais qu'on reste sur l'organisation, on reviendra sur la performance des Lions. Quand j'évoque les Lions, c'est pour dire qu'en fait, l'organisation était, la réussite de l'organisation était aussi tributaire de la performance des Lions. À partir du moment où ils ont gagné le match d'ouverture, les Camerounais sont davantage intéressés à la compétition et cela a contribué à rendre la fête davantage belle. À vous écouter, Georges Mbimbe, Alain Denis Ikoul, tout a été bien mis en place. Mais il y a quand même quelques couacs, notamment au niveau des billets, pour ce qui est de la rencontre, principalement des rencontres du Cameroun. Cela n'est pas passé inaperçu. Avant la billetterie au niveau de l'organisation, je pense que tout part déjà du début de la compétition, les accréditations. Ce qui s'est passé par exemple ici à Douala, c'est un scandale et ça fait partie des choses qu'il va falloir éviter à l'avenir parce que je pense qu'on a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive et que par rapport à cela, il y a des choses qu'il va falloir revoir. Décider de mettre, de permettre à ce que les zones de médias, de permettre à ce que les volontaires, de permettre à ce que les forces de maintien de l'ordre et toutes les autres
tous les autres compartiments qui étaient autour de l'organisation, qui devaient cheminer autour de l'organisation de la compétition, puissent avoir juste un seul endroit où récupérer les accréditations. Ça a été quelque chose d'horrible, ça a été quelque chose d'épouvantable. Et je pense d'ailleurs que pour ceux qui sont venus de l'extérieur et qui ont vécu ces moments difficiles-là du côté de Bonadio, je pense qu'ils sont repartis quand même du Cameroun avec une très mauvaise vision de tout ce qui est de l'organisation des choses. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'il va falloir à l'avenir éviter. On aurait pu faire les choses autrement. Après, nous qui sommes au pays, on sait que la question de la décentralisation, c'est un sérieux problème chez nous. Et j'aimerais directement sur ce que vous disiez, la billetterie, notamment lors du match Cameroun-République démocratique du Congo à Japoma, ça a été une catastrophe, ça a été une honte. Moi, j'ai eu honte d'être Camerounais parce que oui, je suis obligé d'être un peu dur, simplement parce que, au-delà de ce qui s'est passé, de ce que la presse a relayé, c'est-à-dire le fait qu'il y avait une pénurie pratiquement des billets, il y a ce qui s'est passé et qu'on n'a pas assez dit. Il y a que des gens, déjà les billets sont partis à Yaoundé Boudoala et certaines personnes ont retiré certains billets pour aller les revendre au marché noir. Les billets ont été mal répartis en fait. Voilà, et certains ont pris même des billets pour aller les revendre au marché noir avec des prix qui ne répondaient vraiment pas à la norme, à ce qui était fixé au départ. Et moi, je n'ai même pas entendu le directeur du tournoi dire un mot sur cette situation. On a fait comme si bon, tout était normal et on a sorti un communiqué pour dire que ok, ce qui était prévu avant, c'est-à-dire le fait qu'on allait peut-être passer en termes de capacité d'accueil de 25 à 50%, non, finalement, ça sera maintenu à 25%, comme si de rien n'était. Et moi, c'est pour ça que je dis que ça a été une honte et je pense que ça fait partie des choses qu'il va falloir aussi revoir pour la suite de la compétition. Il y a d'autres cas, hein, l'envahissement du stade de Japoma, par exemple, à 2 reprises. C'est inacceptable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a les stadiers qui sont là. C'est pour éviter ce genre de choses. Parce que, attention, l'envahissement de stade au niveau international, ça fait partie des éléments qui font qu'un pays peut se retrouver sanctionné et peut avoir un mauvais rapport par rapport à ce genre de choses. Alors, Alain Denis écoule des tas et des retards sur lesquels le Cameroun doit véritablement travailler. Je pense qu'il y a une commission qu'il faut directement pointer du doigt. C'est la commission communication qui, pour moi, n'aura pas suffisamment fait pour mettre les Camerounais à l'abri d'un certain nombre de choses. Georges parlait tout à l'heure de la question des accréditations. Oui, c'est vrai, c'était carrément horrible de vivre cela. Il fallait faire 2, 3, 4 jours pour avoir à la fin son accréditation. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a un travail d'éducation des masses qui n'a pas forcément été fait au niveau de cette commission-là. Parce que rendez-vous compte quand même, quand des Camerounais avaient leur ticket à main, ils ne savaient pas par quel portail arriver au stade pour entrer. C'est-à-dire un mec, il achète un ticket de 3 000 francs, il ne sait pas qu'avec mon ticket de 3 000 francs, je dois passer par l'entrée A ou l'entrée B ou l'entrée C du stade. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il aurait fallu qu'on puisse peut-être éduquer davantage les Camerounais à tout ce qui est de la compétition et tout ce qui concourt à leur accès facile, par exemple dans les stades. Et ça, c'est des choses qu'il faudra corriger pour les échéances à venir. Donc, je crois que là aussi, on aurait pu faire mieux. Bon, à côté de la question de la commission de communication, je pense qu'il y avait aussi la question de l'omniprésence des forces de l'ordre jusqu'à un certain niveau. Des forces de l'ordre qui étaient même parfois mal briefées sur leur travail. Je suis d'accord que pour des raisons sécuritaires, il faille qu'on mette des policiers dans les stades. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais après, qu'on ne les briefe pas sur ce qu'ils ont exactement à faire, c'est un problème. Je prends un exemple simple. Quand on arrive à Yaoundé au match d'ouverture, alors la note du ministre disait que le stade devait être fermé à 14h30 minutes. 14h30. Le match, c'était en soirée, plus tard à 17h. Entre 14h et 17h, c'est pratiquement 3 heures de temps. Alors, il y a des Camerounais qui ont acheté des billets de ce match d'ouverture à 15h et qui, de la billetterie pour l'entrée, ont trouvé un cordon policier qui leur disait « vous ne pouvez pas entrer au stade ». Ils ont dû attendre. Pourquoi? Parce que les policiers n'ont pas la maîtrise de ce genre d'événement. Ils ont reçu des instructions qu'ils respectent à la lettre. Il a fallu qu'un commissaire de police de la place arrive pour dire « mais tiens, ces gens ont payé leur ticket, laissez-les entrer ». La faute à qui à ce niveau? La faute à ceux qui devaient en principe briefer des policiers. Mais je pense que cela interpelle aussi le bon sens du citoyen parce qu'on te donne des instructions, oui, tu dois les respecter, mais après, tu dois avoir le bon sens, le bon flair pour sentir que, ben, tiens, là, on est en train de créer un problème en essayant d'en résoudre un autre. Et c'est ce que le commissaire leur a dit, que, mais tiens, ces gens qui ont acheté leur ticket, s'ils n'entrent pas, ce sera une émeute ici. Donc, laissez-les entrer au stade, qui pas c'était à la mi-temps.
C'est donc là où on a vu des gens commencer à rallier le stade. C'était plus de 2000 personnes qui étaient coincées comme ça à l'extérieur et qui sont entrées. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore un travail de briefing à faire pour eux, les forces de l'ordre, et même pour les volontaires et les stadiers qui, pour la plupart, étaient désorientés dans leur travail. Je ne vais pas revenir sur la scabreuse histoire des primes des volontaires qu'il y a eu à Douala ici, parce que je pense que ça a été résolu et qu'il faut qu'on avance. 3 semaines de compétition, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler du niveau du jeu produit par les différentes équipes? Oui, je pense que le niveau était très intéressant. On ne s'est pas ennuyé à suivre les matchs du CHAN. C'est vrai qu'il y avait les équipes qui étaient au-dessus, comme le Maroc par exemple, qui a montré de belles choses techniquement, comme la Guinée, avec d'ailleurs certaines individualités. Le Mali aussi. Voilà, le Mali. Donc, globalement, on avait des matchs enlevés et vraiment ça participait du niveau technique de la rencontre. Après, il ne faut pas se leurrer, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des joueurs extraordinaires parce que la plupart des joueurs qui étaient là pour le CHAN sont des joueurs qui évoluent localement et on connaît un tout petit peu la situation du football local dans nos pays d'Afrique. Mis à part par exemple les pays du Maghreb, on sait que ce n'est pas vraiment ce qui se fait de mieux parce qu'il n'y a pas les structures, parce qu'il n'y a pas les conditions pour que ça se passe bien. Donc il y avait beaucoup de naïveté, logiquement sur le plan tactique, mais en termes d'envie, en termes de volonté, on sentait vraiment les équipes, les joueurs avaient envie de bien faire. Et moi je pense qu'on s'est vraiment, oui, on s'est vraiment régalé, on a pris beaucoup de plaisir à suivre ces matchs. Initialement prévue du 4 au 25 avril 2020, la compétition a finalement eu lieu du 16 janvier au 7 février à cause du Covid ou de la Covid-19 finalement. Est-ce que, au regard de tout cela, le niveau de compétition ne peut pas être... S'il n'y a pas un élément, si ce n'est pas un élément qui peut amener à ne pas être très sérieux, très rigoureux sur le niveau de la compétition offerte par le Cameroun? Oui, non, mais je pense que les équipes ont eu suffisamment de temps pour se préparer. Le Cameroun, par exemple, a passé plus de 4 mois dans la préparation parce que depuis septembre, je crois, l'équipe faisait déjà plusieurs stages. C'est vrai qu'après, ces stages ne remplacent pas la compétition et les matchs de championnat et autres, mais l'équipe s'est quand même à son niveau préparée et c'est la même chose pour beaucoup d'autres pays et même d'autres qui avaient déjà débuté avec leur championnat. Donc voilà, on a pris du plaisir à voir ces équipes jouer. Le niveau était assez intéressant. Et tenez même, quand on regarde au niveau des statistiques, c'est vrai qu'on a commencé à trop s'ennuyer. Au début de la compétition, il n'y avait pas trop de buts. Mais après, il y a eu des buts qui sont arrivés. À la fin, on a eu 62 buts au total dans la compétition. C'est 4 de plus que lors de la dernière édition du CHAN. Donc, c'est dire que c'était une compétition quand même enlevée. Il y a eu des matchs où moi, je me suis dit, ben, c'est la CAN, c'est pas le CHAN ça. Je me souviens d'un match comme Mali-Guinée, le 0-0. Alors, tu peux revoir ce match 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y a pas eu de but, mais tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir à voir des garçons évoluer, des garçons qui sont plutôt bien techniquement, qui ont le niveau même pour évoluer au-delà de leurs frontières. Alors, l'histoire retiendra que le Maroc a remporté la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020. Alors, je vous propose de suivre l'analyse du coach adjoint des Lions à Prime, David Pagou, sur cette performance du Maroc. La plus complète du tournoi, la plus équilibrée, la mieux organisée sur le plan tactique. Et voilà. Donc, la victoire ne me surprend pas parce que j'ai subi en direct les affres de cette équipe qui nous a malmenés. Même si ils ont marqué leur but sur des erreurs individuelles de nos enfants. Donc voilà, c'était l'équipe la mieux organisée, la mieux structurée et sur tous les plans. Et puis c'est des compétiteurs. C'est une équipe vicieuse qui a outrepassé même le règlement de la CAF pour remporter cela. Parce qu'à Limbé, il était question qu'ils viennent habiter Limbé. Ils ne sont pas venus. Ils ont quitté Douala pour jouer le match et rentrer. Et ici, une fois arrivés à Yaoundé, ils n'ont pas logé dans l'hôtel qui était réquisitionné pour eux. Donc c'est des compétiteurs. C'est des compétiteurs, ils ont su déjouer tous les plans. Et voilà, je crois que c'est un sacre mérité. C'est aussi ça le football, la compétition. Il faut être vicieux, il faut être malin, il faut réunir tous ces atouts-là pour prétendre remporter ce tournoi-là. David Pagou, entraîneur adjoint de l'équipe A-Prime du Cameroun, qui se prononçait sur la belle performance du Maroc, qui conserve par là même son titre. Alors, un petit mot rapidement pour chacun sur la victoire du Maroc avant de passer à la deuxième préoccupation de ce soir. Georges Bimbé, le Maroc. Champion logique parce que le Maroc a été au-dessus. Que ce soit en termes de chiffres, c'est l'équipe qui a le plus marqué.
et même sur le plan du niveau technique, je pense qu'ils étaient supérieurs. Et puis 15 buts inscrits. Oui, enfin, c'était attendu. Le football marocain, le football local marocain est nettement au-dessus de ce qui se fait dans les autres pays. Et puis le Maroc avait des individualités, El Karabi, Soufiane Raimi. On sentait vraiment que c'est une équipe qui a pris la pleine mesure de la compétition. Elle n'est pas arrivée avec à l'esprit de vite montrer qu'elle avait des capacités d'aller jusqu'au bout. Ça a été Le compresseur. ça a été, en fait, ça s'est passé comme un moteur diesel. C'est-à-dire c'est petit à petit que le Maroc est monté en puissance. Et je pense que c'est un champion logique. Maintenant, en quelques secondes, juste parce que j'ai entendu ce que le coach David Pago a dit, je trouve qu'il y a un peu d'amalgame. Parce que dire que le Maroc ou les Marocains sont des compétiteurs, parce qu'ils ont refusé d'aller à Yaoundé, à Limbé, à la veille du match, et même de prendre leur quartier à Limbé, je pense simplement que ce n'est pas tolérable. Et je pense qu'ils ont eu trop de passe droits durant cette compétition en conférence de presse. Les exigences de la CAF, c'est que les journalistes ou encore les entraîneurs et les joueurs doivent s'exprimer en français ou en anglais. Et les Marocains, par contre, avaient cette particularité-là qui s'exprimait en arabe. Et on tolérait cela. Oui, tout comme on a mais toléré... en quoi est-ce que ça déteint sur la performance sur le terrain? Non, de toutes les façons, ce que je vais dire, c'est que on ne peut pas tout le monde doit partir du principe que, parce que nous sommes tous les trois sur ce plateau, que vous pouvez avoir, si on dit que dans la justice logique et générale, on part avec les règles qui sont établies, il faut les respecter simplement. Donc il n'y a aucune raison que les Marocains puissent s'exprimer en arabe et que par exemple les Mauritaniens, non pardon, je voulais dire les Congolais ne puissent pas s'exprimer en lingala. Ils auraient aussi pu s'exprimer en lingala. Pourquoi on n'a pas toléré ça? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a un canevas défini qui fait qu'ils doivent quitter après le match des quarts de finale Douala pour Limbé, qu'ils estiment qu'ils ne vont pas aller à Limbé, ils vont aller... Non, moi je pense que ce sont des choses que la Confédération africaine de football ne doit pas accepter. Il faut être très rigoureux sur ce genre de situation et faire en sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne. Quand j'ai dit ça, bravo à cette équipe du Maroc parce qu'effectivement elle a été au-dessus. Je pense que son sac, personne ne peut contester son titre de champion. Alors Alain Denis Koul, le Maroc conserve son titre de la plus meilleure des façons. Oui, c'est un beau champion, c'est un grand champion, c'est un beau champion. Ils sont entrés dans la compétition assez timidement. Je pense que le match d'ouverture même, n'eût été une petite largesse de l'arbitre, il ne l'aurait pas remporté parce que le pénalty qu'il leur a accordé, je crois qu'il est limite trop sévère pour l'équipe togolaise face à laquelle ils ont joué. Mais après, c'est ça la marque des gagnants, ça la marque des champions. Ils commencent toujours timidement, ils montent en puissance au fur et à mesure que la compétition avance. Et c'est ce qu'on a vu dans cette équipe marocaine. Je pense qu'il y a quelques éléments qui sont symboliques de l'hyper-domination, l'hyper-puissance de ce Maroc-là. C'est notamment le fait qu'ils aient remporté tous les titres individuellement. Le meilleur gardien, Anas Niti, marocain. Le meilleur joueur de la compétition, Soufiane Raimi, marocain. Le meilleur buteur, Soufiane Raimi, toujours marocain. Donc ça montre qu'ils étaient plusieurs classes au-dessus des autres équipes. Donc c'est un beau champion et bravo à eux. Alors, avant de passer à un autre axe majeur de ce programme, je vous remercie déjà d'être là, mais je précise que le programme, c'est foot, à travers lequel nous décryptons l'actualité du football, notamment le CHAN 2020 organisé par le Cameroun. Je vous invite, mesdames, messieurs, plutôt, à rentrer de plein pied dans la deuxième partie de ce programme consacré au bilan des Lions A' du Cameroun. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Lions A' qui étaient attendus, vous par exemple, Georges Bimber, en tant que technicien de sport, journaliste, quel est votre sentiment après la performance du Cameroun? Sentiment de colère. Sentiment de colère. Déjà, je tiens à dire félicitations à ces garçons qui sont allés jusqu'en demi-finale, parce que je pense, Alain le disait à l'entame de l'émission, personne ne les attendait en demi-finale. Il faut être honnête. Alors, permettez-moi, est-ce que les Lions ont réussi leur compétition? Les joueurs ont réussi leur compétition. Les joueurs ont donné ce qu'ils pouvaient. Les joueurs ont réalisé un espoir, parce que tout était fait pour qu'ils sortent après la phase de poule. Tout était réuni. C'est-à-dire que changement de sélectionneur à l'approche de la compétition, environnement délétère, des choses dont on parlera, qui se sont déroulées en pleine compétition. En fait, on avait tout organisé pour que ce soit
vraiment un cataclysme. Programmé pour ça, échouer, pour ne pas on pourrait le dire. C'est pourquoi moi j'ai d'abord envie de féliciter ces garçons. On dira toujours à la fin de chaque match, peut-être lorsque nous sommes en train d'analyser que oui, tel aurait pu faire mieux, tel aurait pu. Mais avec le recul aujourd'hui, et quand on voit la performance arrivant en demi-finale, on rappelle qu'ils sont entrés dans l'histoire parce que dans cette compétition, qu'une équipe du Cameroun avait traversé l'étape des quarts de finale. Donc personne ne les attendait là. Et moi, je dis sentiment de colère parce que je pense que si on avait mieux fait les choses, si on avait mieux organisé et mieux préparé ce tournoi, peut-être que ces garçons-là seront allés plus loin. Mais comme on dit généralement chez nous, la plupart des équipes qui ont gagné dans le désordre. Et donc on s'attendait à ce qu'eux aussi gagnent dans le désordre. Alors, Alain Denis coule, sentiment de colère aussi, même si pour Georges Bimbel, la colère n'est pas orientée vers les joueurs, mais on comprend très bien qu'il s'agit de l'encadrement qui anime la compétition, notamment pour les Lions. Alors, vous, comment est-ce que vous avez apprécié la performance des Lions après? Alors, pour être clair, je vais dire sentiment mitigé. Sentiment mitigé parce que je vais m'appuyer sur deux axes principaux pour m'expliquer. D'abord, le volet quantitatif. Et je pense que là, Georges l'a évoqué en disant que les garçons sont arrivés jusqu'en demi-finale. C'est inédit, ça n'avait jamais été fait. Si Quatrième. Voilà, jusqu'en demi-finale, voilà. C'est inédit, ça n'était jamais arrivé. Maintenant, sur le volet un peu que je vais appeler qualitatif, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que autant on peut se targuer d'être arrivé en demi-finale, mais autant il faut dire que le Cameroun sait jouer, ça fait se laisse jouer à beaucoup de réussite et de chance. Et même, on pourrait dire de la malchance de ses adversaires. Je vais dire ici que si l'équipe du Zimbabwe, par exemple, du Burkina Faso, pardon, lors de la troisième rencontre des matchs de poule, avait réussi à concrétiser la kyrielle d'occasion qu'elle s'était procurée, que jamais le Cameroun n'aurait franchi la phase de poule. Je vais dire aussi ici que s'il ne s'était pas passé tout ce qui s'est passé avant la rencontre face à la RDC, je pense que le match aurait peut-être, ça je préfère dire peut-être, aurait peut-être connaître un sort beaucoup plus différent. Maintenant, je pense que par la suite, on a vu notre réel niveau. On a vu notre réel niveau. Et c'est là où j'ai plus mal parce que ça rejoint un peu ce que je disais, la préparation et tout le reste, tout ce qui a entouré cette équipe-là dans sa préparation, pour dire que réellement, les matchs contre le Maroc et le dernier match contre la Guinée, c'est des matchs qui ont montré le réel niveau de nos garçons. C'est-à-dire, autant la chance peut vous sourire en début de compétition et vous permettre d'arriver en tant que pays organisateur à un certain niveau, autant à un certain moment, il n'y a plus de chance et vous devez jouer. Et quand il faut jouer, on l'a vu. On a vu qu'on a été... Mais en même temps, on a fait ritournelle qui revient toujours à chaque fois avec les Lions du Cameroun, Lions Aprimou, tout le monde. Quand vous êtes battu, c'est là où tout le monde dit, c'est là où on a vu votre vrai niveau. Mais quand vous gagnez, on ne voit pas votre vrai niveau. C'est quand même bizarre, hein, entre guillemets. Parce que là, Alain Denis parle du match contre le Maroc. Le Cameroun a été laminé, a bu la tasse jusqu'à la lie. Le match contre la Guinée, le classement, le Cameroun a été battu. Et ce n'est qu'à travers ces deux matchs que vous estimez qu'on voit le niveau. Est-ce qu'on ne peut pas voir le niveau d'une équipe aussi à travers une performance remarquable? Alors, oui, je vais peut-être pour finir sur ce que je disais. Il faut dire que même dans les victoires des Lions, on n'a pas vu grand-chose. C'est-à-dire, on a réussi à battre le Zimbabwe, mais il a fallu que Banga vienne faire se retourner là. Mais si on vous demande après que dans le contenu, qu'est-ce que vous avez vu, je pense qu'ils sont très peu qui vont dire que les Lions ont outrageusement dominé cette équipe du Burkina Faso, du Zimbabwe, pardon. Au deuxième match contre le Mali, on a toujours été dominé. Mais après, on a réussi à tenir le match nul. Troisième match contre le Burkina Faso, là, alors on a été à la traîne carrément et on a réussi à se qualifier. Donc, on se qualifie non pas parce qu'on est trop bon, mais parce qu'à un moment, les adversaires manquent peut-être de réussite. Alors, vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on apprécie leurs limites uniquement sur les défaites et pas forcément lorsqu'il y a les victoires. Mais la réponse est simple. Les Lions, même dans leur victoire, et ça je l'ai dit au départ, n'étaient pas flamboyants. Leur niveau, oui. Même dans leur victoire, n'était pas flamboyant. Quand le Maroc nous bat 4-0, tout le monde entier voit que, tiens, au Maroc, il y a des gars talentueux qui ont dominé la rencontre des pieds et des mains jusqu'à la tête et qui l'ont remporté. Mais quand le Cameroun bat la RDC 2-1, je n'ai pas vu un Cameroun dérouler à la Manchester City ou alors à une autre équipe. Donc, oui, après, je pense qu'il faut peut-être faire un discernement. Je veux dire qu'on ne gagne pas toujours en donnant l'impression d'être supérieur. Ça, c'est vrai.
faut vraiment qu'on soit logique parce que sinon en 2017, on n'est pas champion d'Afrique. Ah, c'est clair. En 2017, on passe par exemple au deuxième tour, ça tient à de la chance aussi, comme le Gabon par exemple. Ouais. Donc c'est évident. Et puis pour nous qui suivions cette équipe avant le début de la compétition, honnêtement, on ne s'attendait pas à ce que ça joue bien, qu'on ait le sentiment que quand on va même gagner, si même on réussit à gagner, qu'on aura gagné avec... Tout le monde le souhaitait. C'est-à-dire que dans l'idéal, tout le monde voudrait voir une équipe du Cameroun qui gagne en pratiquant un très beau football, en étant au-dessus et tout. Mais il y avait un faisceau d'éléments qui faisait que, de manière logique et objective, c'était difficile de s'attendre à ce que cette équipe, même quand elle va réaliser l'espoir, je parle d'espoir parce que beaucoup n'imaginaient même pas qu'elle puisse gagner un match. Le miracle bien même. qu'on soit logique. Le miracle voilà. même. Je peux comprendre qu'après, chauvin comme nous sommes, l'appétit venant en mangeant, qu'on ait voulu ensuite que cette équipe gagne avec on a découvert des talents. Mais il faut vraiment être objectif et se dire que gagner, c'était déjà un espoir. C'est-à-dire gagner, même avec la réussite, c'était déjà un espoir. Aller en quart, c'était quelque chose de fabuleux. Vraiment, si on sait de là d'où l'on vient, c'était quelque chose de fabuleux. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, je vous ai dit, moi, je tire mon coup de chapeau à ces joueurs. Parce que parfois, dans le foot, la réussite, il faut la créer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de spontané. Il faut la provoquer, la réussite, parfois. C'est-à-dire qu'il faut pousser l'adversaire à la faute et mettre les conditions qui fassent qu'il y ait ce brin de réussite et que les choses se passent bien. Et ça, ces garçons, ils l'ont fait par moment. Après, il y a eu match de manœuvre qui faisait contre le Maroc, contre la Guinée, que oui, quand le niveau monte d'un cran, c'est plus difficile. Vous comprenez directement que ceux qui imaginent que la sorcellerie peut toujours tout faire, eh bien, la sorcellerie a des limites, simplement. Alors, Alain Denis, école de CFoot, pour vous, le niveau, pour ce qui est du niveau des Lions, vous avez une appréciation mitigée. Georges Bibet, vous êtes d'avis, vous encouragez les Lions, mais vous tirez sur l'encadrement. Je vous convie, je vous invite à regarder ensemble avec nous au niveau de la réalisation, l'avis, l'opinion de David Pagou, qui est entraîneur adjoint des Lions à Prime. Répondre, ces enfants sont des victimes. Ils sont des victimes. Et je ne comprends pas l'acharnement qu'il y a contre eux. Ils sont demi-finalistes du CHAN. Le CHAN dernier, on était quantième. On est sorti au premier tour. Donc, à partir de ce moment, le CHAN qui suit, les objectifs sont fixés à partir du CHAN passé. Alors, on ne nous attendait pas là. On n'attendait pas ces enfants à ce niveau. Ils sont arrivés en demi-finale. Je crois qu'il faudrait les féliciter. Coach, alors, on vient donc d'écouter le coach adjoint David Pagou sur la performance des Lions à Prime qui n'était pas du tout attendue à ce niveau de la compétition. On est avec nos experts sur le plateau, Georges Bibet de Radio Sport Info, RSI, et puis Alain Denis Coul de CFoot, et en compagnie bien évidemment de nos internautes qui nous suivent. On va aller sur un autre sujet. Il s'agit, bien évidemment, quand on parle d'une équipe, on parle également de l'encadrement et donc du coach Martin Touzoum-Pilé qui a encadré les Lions à Prime au cours de cette compétition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'avenir de Martin Touzoum-Pilé? Pour moi, je pense qu'il faut qu'il dégage. Je pense qu'il faut qu'il dégage parce que honnêtement, il n'est pas capable de gérer cette équipe. Il n'est pas capable de gérer cette équipe. Ce qui s'est passé avant le début de la compétition, durant la compétition, démontre que c'était au-dessus de lui. Et je dis, il faut qu'il dégage. Alors, le thème dégager paraît violent, mais en réalité, c'est juste l'unique terme où je pourrais dire qu'il faut qu'il parte. Parce que j'ai entendu, je l'ai écouté en conférence de presse qui disait il n'a pas demandé là. Donc ceux qui ont fait en sorte qu'il soit là doivent prendre leurs responsabilités. Pour moi, je trouve encore que, et c'est ça le problème, c'est que Martin Touzoum-Pilé, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et qui est très respecté dans le milieu des entraîneurs au Cameroun par rapport à ce qu'il fait. On n'aura pas le temps de revenir sur ce qu'il fait. C'est clair. Seulement, il a montré ses limites durant ce champ. Ses choix n'ont pas toujours été les bons choix. Il n'a pas souvent été capable de gérer une certaine pression. Le souci, c'est que on s'attendait à ce type de pression. Lui,
connaissant mieux le football camerounais, s'attendait à ce type de pression. Mais la gestion, j'ai envie de dire, je ne vais pas le dire, mais j'ai envie de dire calamiteuse de son groupe, c'est aussi peut-être ce qui explique que cette équipe ne soit pas allée très loin. Ses choix arrivés, lui qui était pourtant superviseur au moment où Aroga était entraîneur ou sélectionneur de cette équipe, et qui voyait Aroga convoquer des joueurs quotidiennement, arriver à quelques semaines de la compétition, tout bouleverser, pratiquement mettre tout le monde de côté, revenir avec des hommes qui forcément allaient manquer d'automatisme, parce qu'ils allaient avoir très peu de temps pour pouvoir apprendre à se connaître et à jouer parfaitement. C'est pour ça que je tire un coup de chapeau d'ailleurs à ces garçons-là, parce que ce que le sélectionneur a fait était si dangereux que ça allait être compliqué pour eux de réaliser une certaine performance. Eux, ils l'ont fait. Mais arriver dans la compétition, laisser faire un certain nombre de choses, parce que le patron d'une équipe qui va à une compétition, dans la logique, c'est le sélectionneur. Quand vous êtes sélectionneur et que vous sentez que vous n'êtes plus le patron d'une équipe, vous avez deux options. En fait, vous n'en avez qu'une seule. J'ai envie de dire, c'est de démissionner, c'est de dégager. C'est de dégager, sorti par la plus grande porte. Mais quand vous décidez de rester dans le silence, de cautionner certaines décisions, je suis désolé, vous n'aidez pas ceux qui pensent que, par exemple, s'il faut nommer un sélectionneur pour l'équipe nationale du Cameroun ou pour les sélections du Cameroun, il faut faire avec un Camerounais. Vous prêtez plus le flanc à ceux qui pensent que, comme le Camerounais n'aura pas la marge de manœuvre nécessaire que l'étranger aura, et donc du coup, il vaut mieux éviter de faire avec le Camerounais. Parce que vraiment, ce qui s'est passé durant cette compétition, je suis désolé pour lui, quand tu termines une compétition comme celle-là, que tu fais venir un garçon comme Zoa, et que tu as du mal à titulariser Zoa, et que tu expliques, tu ne fais pas expliquer cela par la décision d'autres personnes, mais par ta propre décision à toi-même, il y a une incohérence entre ce que tu fais et ce que tu as dit. Et à partir du moment où tu es incohérent, ça veut dire que tu n'es plus en capacité lucide de gérer la situation. Et donc, du coup, il faut que tu dégages. Je pense qu'on va revenir sur le cas Zoa tout à l'heure, mais on comprend très bien, Georges Boubek, que vous parlez de Martin Toumoumpilé en termes de flop. Alors, pour un entraîneur, si on veut, qui a pris une équipe qui, comme vous le disiez au départ, n'était pas pressentie pour arriver à ce niveau-là, est-ce que le fait justement d'avoir amené le Cameroun au niveau de demi-finale ne peut pas accorder un sursis du crédit à Martin Toumoumpilé finalement, Alain Denis Cool? J'entends cette question, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce que, en fait, c'est effectivement là le mal. C'est là le mal. Pourquoi? Parce que désormais, on va nous brandir ça comme étant un trophée, comme étant le laisser passer pour toute difficulté. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, mais en fait, après, il faut souvent se demander, mais quel est l'impact du coach dans cette victoire? Quel est l'apport du sélectionneur dans cette victoire-là? Et c'est pourquoi je dis que je suis triste, parce que à chaque fois que tu vas parler, on va te dire que le seul sélectionneur camerounais à avoir amené les Lions en demi-finale d'un CHAN, voilà, c'est Martin Toumoumpilé, malheureusement. Mais je vous posais tout à l'heure la question de son avenir dans cette équipe-là. Alors moi, je vais dire, pour avoir un avenir quelque part, il faut avoir eu un passé et un présent. Mais je suis désolé de le dire, Martin Toumoumpilé n'a jamais existé dans cette équipe-là. Surtout pendant le CHAN, il n'a jamais existé. Ça, je ne mets pas les gants pour le dire, il n'a jamais existé dans cette équipe-là. Alors, je pense que son rôle dans cette équipe était plus un rôle de légitimation de l'imposture. C'est-à-dire, on s'est arrangé dans un premier temps à débarquer un mec qui était là depuis un certain nombre de temps, qui faisait un certain travail, oui, Yves Clément Aroga, et à mettre celui qui était son superviseur, qui après vient nous dire que c'est pas lui, il n'a pas demandé à être là. Alors qu'il était superviseur, il a été nommé entraîneur en chef, et il nous explique quand même, il a le courage de venir dire aux médias qu'il n'a pas demandé à être là. C'est quand même très incongru. Oui, mais c'est à tort parce que quand tu es superviseur, tu as quand même un regard sur l'équipe. Mais sur l'opinion, il n'a pas demandé à être là. Il aurait pu dire non, il aurait pu refuser. C'est-à-dire que personne n'a mis des minotes à Martin Toumoumpilé. Il lui a dit viens t'asseoir là, au poste de sélectionneur. On l'a contacté et puis... Non, on ne l'a pas contacté. Voilà ce qui se passe. Alors, Martin Toumoumpilé est d'abord superviseur dans cette équipe-là, donc superviseur d'Aroga. Okay. Il est superviseur. Leur rôle, c'était d'être, en réalité, les yeux du ministre des Sports
dans cette équipe-là. On se comprend très bien, Oui. monsieur l'expert. Oui. Quand il dit qu'il n'a pas demandé à être là, c'est comme pour dire que je ne me suis pas imposé, c'est pas moi qui signe la décision qui me entraîneur. Mais Georges l'a dit tout à l'heure, Mais on lui a pas mis des menottes. Aussi. Mais dans le même temps, il aurait pu Décliner, dire non, je ne veux pas. Puisque Simplement. d'autres personnes L'ont fait avant lui. ont été appelées, comme vous le dites, contactées. Et ces personnes ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse travailler. Donc si lui, il a accepté dans ces conditions-là, à un moment, il faut qu'il soit capable d'assumer. C'est ça le propre des entraîneurs. de nos entraîneurs. C'est que nos entraîneurs ont des difficultés à assumer. Et après, ils sont surpris qu'on dise des choses sur eux. Enfin, moi, ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a fait durant la compétition, mais surtout ce qu'il a eu à dire parfois durant ses conférences de presse, pour moi, ça frise le ridicule. Sa gestion calamiteuse du dossier Zoa. Parce que quand tu es un sélectionneur, qui dispute une compétition à domicile et qu'il y a une situation qui se produit avec ton joueur majeur, je suis désolé, même au niveau de la communication, il y a des choses que tu ne dis pas. Il y a des choses que tu t'abstiens de dire. Parce que quand tu dis cela, tu mets en difficulté ton groupe. Oui. Parce que ce garçon qui a une certaine importance dans le groupe a forcément des gens qui sont des amis dans le groupe, qui sont des gens qui estiment, à tort ou à raison, que ce qui lui arrive, c'est pas logique, c'est pas normal. Et donc, quand tu es face aux journalistes, il y a des thèmes qu'il faut employer. Tu vas pas prendre des journalistes pour des pipeaux Pour des idiots. et te dire après que, enfin, si ce sont des pipeaux, de toutes les façons, ils peuvent être gentils avec toi par la suite. C'est une faute de communication, cela peut se comprendre. Le temps nous tient à la gauche et nos internautes ne nous pardonneraient pas si on finissait ce programme sans évoquer les cas Zoa déjà établis par Georges Bimbe et puis notamment Ndjeng également, et tout ce qui a tourné autour, le maraboutage, les incantations de minuit et les messes, autre chose. Mais avant de planter le décor pour Ndjeng, puisque Georges Bimbe a déjà prêté le flanc, je vous convie, vous les experts et puis les internautes, à écouter Christelle Léger-Tientieux qui se prononce sur le cas justement de Zoa. Nous avons pu constater par nous-mêmes qu'il ne prenait pas aux séances d'entraînement. Même les séances d'entraînement, les ateliers les plus physiques, il était là. Il s'est donné à fond. Mais le jour du match, il n'était pas toujours aligné. En conférence de presse, l'entraîneur, sélectionneur, M. Martin Tungoupilé, n'avait pas un discours cohérent sur le cas Jacques Zoa. Je crois que c'est cette incohérence-là qui doit pousser véritablement à creuser pour savoir quel est véritablement le problème Jacques Zoa dans ce championnat d'Afrique des Nations. Un coup, il vous dit qu'il est blessé, qu'il va jouer le prochain match, que le médecin a donné son OK. Et après, il revient sur ses propres dits lorsqu'on lui dit pourquoi Jacques Zoa n'a pas joué. Tungoupilé lui dit encore que il a encore des douleurs et tout ça. Donc ça montrait véritablement que le sélectionneur nous a menés en bateau. Jacques Zoa, je peux vous assurer, moi qui ai couvert quelques séances d'entraînement de cette équipe nationale-là, il n'est pas malade, il a joué. Et il prenait pas aux séances d'entraînement avec l'intensité, avec des courses, donc il n'y avait rien de blessé. Et il y a même quelques confidences tirées auprès du docteur Ngachou qui nous disait que la seule personne blessée dans la tanière des Lions de l'Entame était Andou Sèche, le latéral de l'Union sportive de Douala. Ça prouve véritablement que il y a véritablement un vrai problème Jacques Zoa dans la tanière qu'il faudrait véritablement démystifier, essayer de comprendre et tirer ça au clair. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur du calibre de Jacques Zoa et ne pas l'aligner. Et surtout, monter une communication véritablement bizarre autour de sa non-titularisation ou alors autour du fait qu'il ne jouait pas. Alors, bienvenue, merci de nous retrouver sur le plateau de C'est Foot. Nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Georges Bimbe de RSI, Radio Sport Info, Alain Denis, école de C'est Foot. Alors, monsieur, quand on a un joueur de la trempe de Jacques Zoa, qui est champion d'Afrique 2017, qui vient en renfort à l'équipe après, comment est-ce qu'on le gère, Georges Bimbe? La première question, c'est qui lui a demandé de venir porter main forte à cette équipe et comment ça s'est passé pour qu'il arrive dans cette équipe. Parce que tant qu'on ne comprendra pas ce qui s'est passé, eh bien, tout ce qu'on dira par la suite sera tronqué. Jacques Zoa a dealé avec des gens, a dealé avec quelqu'un qui lui a dit, justement, viens aider la nation. Et en contrepartie, il s'est passé des choses. Et durant la compétition, selon les informations que nous avons reçues,
il a sollicité un moment les primes. Et c'est ce qui est normal. Ce qui aurait donc expliqué sa mise à l'écart, entre guillemets. Mais tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est honteux. Le souci chez nous, c'est qu'on n'a plus honte, on n'a plus peur de rien. C'est-à-dire on est capable d'aller très très loin dans ce qu'on fait et on se dit tant pis. Parce que dans un pays normal, au moment où on se parle, les gens devraient être en train d'être entendus par rapport à ce que la presse relève. Vous y allez un peu Par fort. rapport à ce qui s'est passé. On devait chercher à comprendre comment ça s'est passé. Parce que Jacques Joie dispute juste un match, lui qui est bienvenu en renfort, et que par la suite se retrouve sur le banc de touche, et que le sélectionneur vous dit il n'est pas prêt physiquement. Or, lui vous dit qu'il est prêt physiquement. Oui, mais est-ce que c'est aux joueurs de dire s'il est prêt physiquement? Il y a un staff médical. Oui, mais le staff médical vous donne également, vous dit, les indiscrétions du staff médical, c'est que le joueur est apte. Donc à partir de ce moment, soit ils sont tous des menteurs. Et s'ils sont tous des menteurs, qu'ils aillent. Vous avez dit que j'exagère, même à la PJ, qu'ils soient entendus et qu'on sache qui dit la vérité. Mais toujours est-il que si tous deviennent donc des menteurs, cela signifie qu'il y a un soupçon de quelque chose qui s'est mal passé. Et ça, il faut bien expliquer aux Camerounais. Je veux dire qu'arrêtons de donner l'impression que dans ce pays, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut chanter, on peut vous dire, fermez vos bouches, Zoa va venir. Parce que c'est quelqu'un qui est important pour ce qu'on s'apprête à faire. Ne dites plus rien, restez tranquille et vous verrez. Et puis pendant la compétition, Zoa disparaît entre guillemets et personne ne veut nous dire pourquoi il disparaît. Donc on estime que, bon voilà, ça peut se passer comme ça. C'est pour ça que je dis, malheureusement, chez nous, on n'a plus honte de rien. Mais je me dis aussi qu'à un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut décider d'arrêter. Et puis je vais terminer en disant, ce club de Futuro, soit dit en passant, qui a décerné la licence à Zoa, à Ndieng et à d'autres pour venir prendre part à cette compétition, puisque c'était les 3-0 qui devaient venir nous faire gagner le tournoi. Il appartient à qui, ce club? Est-ce qu'au moment où on se parle, ce club existe encore? Donc la dernière chose que je voulais dire pour totalement sortir de mon point de vue sur ce dossier-là, c'est que Zoa est champion d'Afrique 2017. C'est pas un martyr, Jacques Zoa. Je veux dire que oui, il s'est passé des choses, il est resté sur le banc de touche, mais c'est le moment qu'il a un peu de cran et qu'il décide de parler. Il ne peut pas mettre les Camerounais dans cette situation parce que les Camerounais l'ont vu arriver. Certains étaient d'accord qu'ils viennent, d'autres n'étaient pas d'accord. Et puis finalement, il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Et donc, il n'est pas logique qu'un joueur de sa trempe reste tranquille, décide de garder le silence, qu'il s'exprime, s'il m'écoute, qu'il parle, qu'il décide enfin de dire aux gens ce qui s'est passé. Parce que aujourd'hui, les gens disent beaucoup de choses sur lui. Et je n'ai pas envie de prêter, moi, personnellement, le flanc à ce que j'ai entendu ou à certaines investigations. Je pense qu'il est nécessaire que lui-même il prenne ses responsabilités. C'est un homme, Jacques Zoa. Et puis, je pense que par rapport à son pédigré, c'est logique qu'il le fasse. Alors, Alain Denis Kool, un joueur de la trame de Jacques Zoa, n'a pas besoin de quémander pour jouer avec les A-primes, n'a pas besoin de se rabaisser. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? On pourrait également évoquer le cas Yannick Ndieng aussi. Alors, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense que Jacques Zoa est en train de nous suivre ici en direct et qu'il le comprendra et qu'il va exaucer le vœu de Georges tout à l'heure qui disait qu'il faut que Jacques Zoa s'exprime. Donc j'espère qu'il est en train de nous suivre. S'il nous suit, que vivement qu'il dise quelque chose, qu'il s'explique devant les Camerounais, qu'il dise effectivement ce qui s'est passé. Maintenant, vous demandez qu'est-ce qui n'a pas marché. Simplement, je crois qu'il y a une petite corrélation entre le cas Jacques Zoa et la capacité de gestion du groupe de l'entraîneur qu'on évoquait tout à l'heure. Parce qu'à un certain moment, celui qui prend les décisions, qui doit prendre des décisions sur le banc de touche, c'est l'entraîneur. Mais quand il vient nous dire un certain nombre d'enfumages, de mensonges sur le cas, sur la situation d'un joueur mercenaire, il faut le dire, parce que Zoa n'avait pas envie de ce champ-là. On est parti le chercher à coup d'un certain nombre de choses. Il n'était pas demandeur, parce qu'il n'avait pas envie. Voilà. S'il n'en avait pas envie, il ne serait pas là. Donc voilà, il n'était pas demandeur. Donc si on est parti le chercher à coup d'un certain nombre de choses, il a accepté de venir. Et c'est injurieux pour les Camerounais d'entretenir le flou sur sa situation. Moi, j'ai eu une discussion avec un membre de l'encadrement médical de cette équipe-là à la fin de la rencontre contre le Mali, dans le deuxième match de phase de poule. Et ce membre de l'encadrement médical m'a clairement dit que Jacques Zoa est apte à jouer
les prochains matchs et qu'il est en forme. Alors, est-ce qu'on peut faire une corrélation entre la situation de Jacques Zouar et le dérapage, entre guillemets, de Yannick Ndiaye qui peut peut-être rendre raison de cet état de délabrement au sein de ce Capharnaüm, de ce salmigondi au sein de la tanière? Mais bien évidemment, pourquoi? Parce que Yannick Ndiaye, même dans ses propos, quand il sort du stade, il l'a bien dit. Je crois que ces propos ont été largement relayés sur notre plateforme sociale ici, sur CFoot Cameroun, sur Facebook et même sur Twitter, où nous avons pris le soin de relayer intégralement ce qu'a dit Yannick Ndiaye quand il est sorti. Yannick Ndiaye craque parce qu'il y a une accumulation de frustration. Il estime que la gestion de Zoua et lui dans cette équipe est carrément catastrophique et qu'à un certain moment, sur la rencontre aussi face au Maroc, on est mené 2-0. En plus d'avoir maintenu Zoua sur le banc de touche pendant toute la compétition, lui, on ose le mettre quand même dehors dans un match où on a besoin de joueurs d'expérience pour pouvoir inscrire des buts. Donc, à ce moment-là, il sent que c'est cuit, c'est mort pour le Cameroun. Il craque, il se lâche, il dit des choses en direction du staff technique, des choses comme quoi ils sont des cons, ils sont des nullards, et que, voilà, ils ont maintenu Jacques Zoua sur le banc de touche en disant qu'il est vieux comme Louis Ndiaye et qu'en face, ce sont les vieux du Maroc qui sont en train de battre les Lions du Cameroun. Il faut rappeler, peut-être pour nos internautes, que Jacques Zoua n'a que 29 ans. Il aura 30 ans en septembre. Donc, quand on dit vieux, j'aimerais bien qu'on nous dise davantage. Préciser à l'endroit de nos internautes qu'il ne s'agit pas ici, alors aucunement, de légitimer la forme de la sortie de Yannick Ndiaye, qui est vraiment quelque chose à proscrire. Justement, et en plus, quand Alain dit que lui, il estimait lors du match contre le Maroc, il ne doit pas être sorti au début de la seconde période, Yannick Ndiaye, ce n'est pas l'entraîneur. Ça reste on est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas lui de décider le timing. Autre chose. En fait, j'explique, je ne justifie pas. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, en fait, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est qui fait venir Ndiaye, qui fait venir Zoua, qui fait venir Fede dans l'équipe. À partir du moment où on comprend que ce n'est pas le sélectionneur et que c'est quelqu'un d'autre, cela peut expliquer que Ndiaye, quand il sort, il a le sentiment qu'ils sont nuls. Peut-être parce que les gens qui ont fait venir ces trois-là ont dit à ces trois-là que vous êtes investis d'une mission, venez sauver la patrie. Et il se retrouve dans un groupe, et peut-être que un sélectionneur, lui, il a une autre visée, il estime que, oui, venez sauver la patrie, mais vous êtes peut-être juste physiquement, vous paraissez vieux, donc je vous gère autrement. Et donc là, vous comprenez très bien que entre ce qu'on leur a dit et ce qui se passe en réalité, parce que quand on vous dit venez sauver la patrie, c'est que vous venez avec un statut de titulaire et vous êtes apte à jouer. Et maintenant, ce qui se fait, la réalité, c'est que vous avez peut-être des sélectionneurs qui, eux, vous gèrent différemment par rapport à d'autres logiques et même par rapport à ce qu'on leur demande de faire concernant, par exemple, Zoua. Alors, ça ressemble à un peut-être en quelques secondes. Rapidement. J'entends bien ce que Georges dit, mais après, je dis, Jacques Zoua a quand même été titulaire lors de la première rencontre. Et c'était un choix du coach. Alors, moi qui ai discuté avec certains membres de l'encadrement technique de cette équipe-là, ils ont estimé que, en fait, pour eux, ils ne pouvaient pas avoir sur le terrain au même moment Yannick Ndiaye et Jacques Zoua. Parce que, en fait, ça allait leur faire à l'équipe ça allait empêcher l'équipe de bien défendre en situation défensive. Parce que c'est des garçons qui ont quand même un certain statut et qui ne pourront pas faire l'effort défensif comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas les faire jouer ensemble au même moment. C'est pourquoi au premier match, on lance Zoua et Ndiaye. Alors ensuite, il y a un truc qui se passe. Il y a des choses qui se passent entre la blessure de Zoua, sa sortie du stade lors du premier match et la suite de la compétition. Et je pense que c'est là qu'il faut que Jacques Zoua puisse prendre la parole, puisse prendre ses responsabilités et qu'il puisse dire... En attendant que les uns et les autres prennent la parole, mais pas de la manière de Yannick Ndiaye, je vous convie à une question rigolote, les internautes aussi. Est-ce que ce ne sont pas les incantations, les messes de minuit qui ont finalement pourri l'environnement? Vous savez, moi j'ai toujours beaucoup de difficultés à parler de ces choses-là, parce que ce sont des choses qu'on doit proscrire de notre façon de faire. Mais il y a un très brillant journaliste qui a d'ailleurs commis un livre sur la place publique, dans lequel il expliquait par la voix d'un ancien ministre des Sports que de tout temps, il y a un registre dédié à la motivation psychologique. C'est dans ce registre qu'intervient justement tout ce qui est incantation et tout le reste. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que oui, probablement ça peut souvent marcher. Mais la difficulté avec cette méthode-là, c'est que vous n'avez aucune garantie. Alors à partir de ce moment, l'unique garantie reste et demeure... Aucune grille d'appréciation aussi. Voilà, reste travailler. Ayez des joueurs qui ont un certain potentiel
pour pouvoir réaliser des performances sur le terrain. Alors, on sort de ce programme avec les tops et les flops de la 6e édition du championnat du CHAN 2020. Georges Bimbe, pour vous, les tops et les flops rapidement. Bon, dans le flop, je mettrai d'ailleurs d'abord le coach Martin Tournoupilé. Comme je l'ai dit, je pense qu'il doit vite oublier ce qui s'est passé, démissionner. C'est nécessaire pour lui, parce que je pense qu'il ne s'en rend peut-être pas compte. Et il a un tout petit peu perdu en termes de crédibilité chez tous ces entraîneurs, éducateurs de football qu'il tient, et même pour ce qui est du grand public, malgré la performance de ses joueurs, je précise encore de ses joueurs. Deuxième flop, Jazzois, simplement parce qu'il n'a jamais existé dans cette compétition. Or, il était venu pour totalement exister. Donc, c'est pourquoi je dis encore qu'il doit s'exprimer, parce que ça reste un flop de cette compétition. Et je terminerai avec Manicré, un joueur qui n'avait totalement rien à faire là, parce que ce n'est pas son niveau. Vraiment, tout ce qu'on a pu faire, c'est de démontrer aux gens que ce n'était pas son niveau durant cette compétition. Mon top, je mettrais Asana, le latéral droit Coton Sport de Garoua. De mon point de vue, je l'ai trouvé très intéressant. Il a peut-être péché naïvement, parfois par volonté de bien faire, notamment sur le plan défensif, mais ça fait partie de son apprentissage, il va progresser. Je mettrai également Sergent Doulou, d'ailleurs dommage qu'il se soit blessé un peu trop tôt dans la compétition, parce qu'il réalisait de très belles performances. Et Félix Oukine, on a beau dire beaucoup de choses sur lui, notamment sur ses coups de pied arrêtés, mais je trouve que s'il n'y avait pas un Félix Oukine qui parfois était capable, par rapport à beaucoup de personnes, de mettre le pied sur le ballon dans certaines situations, et parfois de réguler ce qu'on pourrait qualifier de jeu de cette équipe, on n'aurait pratiquement rien du tout. Alors Alain Denis, les tops et les flops? D'abord les tops, je vais commencer par Achoté Rideau, le gardien de but. C'est vrai qu'il a pris 6 buts en 2 rencontres, les 2 dernières rencontres, il a pris 6 buts. Mais je pense que si on a réussi à sortir de la phase de poule, la phase de groupe, et même à traverser jusqu'en demi-finale, c'est aussi, et d'abord grâce à lui, il nous a souvent remis dans le match, dans des situations où on était vraiment à la traîne. Il y a des arrêts qu'il a réussi à faire à certains moments de certaines rencontres qu'il fallait faire pour que le Cameroun puisse continuer la compétition. Après lui, Aurélien Tamengombe, défenseur central de Coton Sport de Garoua, très bon joueur, très bon dans le placement, très bon dans la poursuite, même en barrage, et très bon dans l'anticipation. C'est un garçon qui, à travers sa hargne, a su imposer son respect devant les attaquants adverses. Et comme dernier top, je mettrais Martin Ako. C'est vrai qu'il n'aura pas marqué des buts de but pendant cette compétition, mais s'il y a un élément offensif qu'on peut mettre en lumière dans cette compétition côté Cameroun, c'est bien lui. Il a certainement une marge de progression, notamment sur sa capacité à être plus calme. Dans du match par 2 fois, homme du match voilà, à 2 reprises. Voilà. Il a une marge de progression liée au fait qu'il se précipite trop et qu'il faut qu'il améliore dans les jours à venir. Mais je pense qu'il est jeune et il peut s'améliorer. Bon, les flops, je mettrai d'abord le sélectionneur. Toujours. Parce que oui, je pense que Martin Tournoupilé, malheureusement, n'aura jamais dirigé cette équipe-là. C'est-à-dire, on a parlé de tout ce qui est arrivé, toute l'équipe de maraboutage et tout le reste, mais je pense que jamais il n'a su prendre des choix, des décisions tactiques et même techniques qui puissent permettre à l'équipe de bien avancer dans la compétition. Après lui, Manicré, c'est un garçon qui a disputé toutes les rencontres. Aussi. Oui, toutes les rencontres du Cameroun, mais jamais il n'a su élever son niveau de jeu, il n'a su prendre ses responsabilités en tant que joueur offensif. Voilà, pour nous sortir du trou. Techniquement, il est catastrophique et même physiquement, je l'ai trouvé aussi juste, peut-être on va expliquer ça par d'autres raisons, mais je pense qu'il pouvait mieux faire dans cette compétition. Et pour finir, je pense qu'il y a un garçon comme Basile Yankam. Pour moi, je crois que c'est une véritable catastrophe. C'est vrai qu'il n'a pas joué toutes les rencontres. Il a commencé à jouer à partir du 3e match quand on décide. RDC, voilà. C'est là qu'il commence. Mais je pense qu'il n'a rien d'un latéral. Je suis désolé, mais il n'a rien d'un latéral. J'ai même dit à des gens qu'il faut qu'il pense à changer de métier. Encore heureux qu'il soit juste, qu'il n'ait joué que ces 2 matchs. Que ces 2 matchs, parce que ceux-ci l'avaient joué avant, peut-être, il était toujours à la traîne face aux attaquants adverses. Et je pense que le Cameroun a bien meilleur que ça en tête pour les latéraux. Merci Alain Denis de CFoot d'être passé par ici. Merci à vous, Georges Bimbe de RSI, Radio Sport Info. Merci à nos chers internautes. Ce programme a été réalisé par Yvan Semtalifo, supervisé par Abdul Karim Soudan. Au revoir et au plaisir de vous retrouver.